Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Donc avant ça, avant le début de cette émission, je vous réannonce et annonce encore que la fête du lundi 10 juin à partir de 19h jusqu'à minuit. Elle s'est encore agrandie. Et oui, on a changé de lieu. À la base, ça devait être à Boulogne. Maintenant, on va le faire dans le 15e. Pourquoi ? Parce qu'on veut être les plus nombreux possibles. Il y a déjà eu 150 réservations. Eh bien, on veut être 400. On veut être 400 parce qu'on veut tous vous voir, parce qu'on veut discuter avec vous, on veut parler avec vous. On veut passer la soirée ensemble à boire, à manger et à se marrer ensemble. Donc, allez-y, cliquez sur le lien en description et inscrivez-vous, amenez vos amis. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Voilà, donc chez nous, c'est la fête et on la fera ensemble de visu, physiquement, contrairement à ce que ne souhaitent pas nos élites qui préfèrent qu'on reste chez soi entre quatre murs. Ils nous préfèrent enfermés devant la télé. Alors aujourd'hui, on va parler d'Union européenne. C'est les élections européennes. Mais on n'a jamais parlé, en tout cas les médias ne nous disent pas d'où vient cette Union européenne. On va en discuter avec notre ami Pierre Hilard, docteur Pierre Hilard d'ailleurs. C'est pareil. Il y a des doutes, paraît-il. Comment allez-vous, cher Pierre ? Écoutez, ça va, malgré les quelques tempêtes, ça va. C'est vrai que ces origines de l'Union européenne, en réalité, le grand public ne les connaît pas. Ah oui. On essaie d'éviter d'en parler. Il vaut mieux. Parce que c'est pas très propre. Vous savez, en histoire, plus c'est vrai, plus ça pue. C'est une maxime qui traverse les siècles. Et en fait, pour comprendre la construction européenne, il y a eu un événement récent, mois de novembre 2023, où vous avez un groupe de représentants de l'UE, en l'occurrence, je pense à Guy Verhofstadt. Ils ont proposé une refonte complète des traités pour finalement créer un État européen. C'est ça, pour faire court, une Commission européenne. Qui serait vraiment le molosse de l'UE, et tout ça avec donc des compétences partagées, que ce soit la défense, l'énergie ou la politique étrangère, et parallèlement à ça, une accélération de tout ce qui est le principe de la régionalisation avec le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional qui permet aux régions d'avoir une somme d'argent venant de l'UE pour tous les, les routes, les ponts, etc. Et dans le cas de la France, l'argent nerf de la guerre, c'était jusqu'au début des années 2000 transmis par l'État français, l'autorité politique du pays. Et avec Raffarin en 2003, il y a eu une exception, ça a été la brèche, où cette somme d'argent, le FEDER, a été attribuée directement de l'UE à l'Alsace. Et évidemment, les autres régions françaises ont dit « et nous, et nous, et nous ». Et en 2014, le principe a été élargi à toutes les régions françaises. Donc depuis 2014, toutes les régions françaises traitent directement avec l'Union européenne, donc contournent l'autorité nationale pour s'adresser directement à l'autorité supranationale de Bruxelles pour toucher les dividendes, l'argent, nerf de la guerre. Donc c'est un événement vraiment très important. Et puis parallèlement à ça, vous avez, et ça il va falloir en parler tout à l'heure, dans les minutes qui viennent, la disparition des frontières entre les États, dans le cadre aussi de la régionalisation. Il faut savoir que tous les textes clés de la construction européenne, à la base, sont tous allemands, officiellement européens, mais allemands, et qu'il faut comprendre aussi que l'Union européenne n'est qu'une étape. Ce n'est pas une finalité, l'Union européenne, c'est une étape vers la gouvernance mondiale. Au XVIIIe siècle, on aurait dit République universelle. Et d'ailleurs, c'est si vrai, lorsque vous lisez les mémoires de Jean Monnet, il vous dit, tout à la fin de ses mémoires, que, alors il ne parle pas de l'Union européenne, il parle de la CE, c'est une étape vers une étape supérieure qui est la gouvernance mondiale. Bref, il faut ajouter à cela, ça c'est la présentation que pour le moment générale avant d'aller plus loin, le rôle éminemment important des anglo-saxons, des anglo-américains. Ça, les Allemands jouent un rôle, mais les anglo-américains, c'est très lourd aussi. Ajoutez à ça aussi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine affaiblit l'Union européenne. Les États de l'Union européenne. Et finalement, ces États de l'Union européenne sont encore plus vassalisés, encore plus soumis au bloc nord-américain, au monde anglo-saxon. Et tout à l'heure, à la fin de mon petit topo, on pourra présenter une carte qui va, montrer la finalité du projet. Alors, là, pour aller plus loin, pour comprendre la construction européenne, ça peut étonner, mais en fait, pour comprendre les fondations, il faut s'intéresser
à la colonisation germanique en Europe centrale au Moyen Âge. À l'origine, la frontière entre le monde germanique et le monde slave, c'est l'Elbe. Tout à l'est, c'était slave, Berlin était un village slave. Et vous avez eu cette fameuse marche vers l'est, où vous avez eu des populations allemandes qui se sont installées en Europe centrale, ça a donné la Prusse. Et cette colonisation en Europe centrale s'est faite soit par la voie militaire, les chevaliers teutoniques, soit par l'appel de princes slaves, de princes aussi magyars, qui faisaient appel à des colons allemands, on dirait aujourd'hui l'immigration, pour mettre en valeur les terres. Donc ça s'est fait de manière soit pacifique, soit par la voie militaire. Et comme ça que la Prusse est née. Et donc on a eu des présences germaniques dans toute l'Europe centrale avec l'élément clé qui est le principe de l'autonomie. Autonomie politique, fiscale, administrative, linguistique, religieuse. À partir du XVIe siècle, c'était des minorités allemandes, protestantes ou catholiques. Et bref, ces minorités allemandes dans toute l'Europe centrale ont formé des bulles, et ces bulles germaniques ne se sont pas fondues dans la masse slave ou magyare. Et on a eu donc d'une présence germanique les Sudètes, le quadrilatère de Bohême. On a eu des populations, des communautés germaniques pendant des siècles dans les Carpates, la Hongrie, Szatmár, Banat, Bačka, en Roumanie, Siebenbürgen. Et donc, ces minorités allemandes étaient gérées par le principe de l'autonomie, bien comprendre, dans tous les domaines, politique, fiscal, etc. Et le processus va continuer au XVIIIe siècle avec une colonisation allemande en Russie, ce qui va donner les Allemands de la Volga, pareil, autonomie dans tous les domaines. Principe purement germanique. Arrive la Révolution française, et vous avez déjà des volontés de gouvernance mondiale. République universelle, il faut lire les carnets complets les ouvrages de Klotz, Anarchasis Klotz, qui ont été caviardés dans les éditions actuelles. J'ai retrouvé les originaux qui ont été publiés, les 2 livres en un, aux éditions Omnia Veritas. J'ai fait une longue préface où il dit, donc on est en 1792, que la République française est l'an premier de la République universelle, donc gouvernance mondiale. Et dans cette République universelle, il dit, ce sont ces passages-là qui avaient été éliminés, qu'il faut, alors il ne dit pas des blocs continentaux, mais il dit et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, et l'Afrique, dans la cité vaste de Philadelphie, parce qu'il y a un fond ésotérique dans cette histoire. Napoléon Ier détruit le Saint-Empire romain germanique. Je vais remonter jusqu'à notre époque, à grandes enjambées. Et après sa défaite en 1815, vous avez le monde germanique qui a été vraiment secoué. Il y a une confédération germanique, une quarantaine de royaumes de duchés, et finalement, Napoléon a réveiller le sentiment national des Allemands. Et vous avez les révolutions 1848, entre autres dans le monde germanique, et il y a cette volonté d'unifier les Allemagnes en une seule entité. Là, partout on entend la langue allemande. Alors il y a le bloc de base, Bavière, Prusse, etc. Mais il y a toutes ces minorités germaniques, depuis le Moyen-Âge, dispersées en autonomie politique, fiscale, etc., administrative, qui souhaiteraient rejoindre ce Reich. Et les autorités allemandes de Francfort, 1848, et puis c'est en fait début de l'année 1849, élaborent une constitution, mars 1849, pour intégrer ces minorités allemandes, mais en même temps intégrant des populations slaves. Et pour régler ce problème, il va avoir, dans cette fameuse constitution de mars 1849, l'article 13, paragraphe 188, qui accorde des principes d'autonomie politique, fiscale, administrative aux populations non germaniques. C'est-à-dire que ce principe d'autonomie s'européanise. Cet article 13, paragraphe 188, c'est l'ancêtre de tous les documents d'aujourd'hui, de la régionalisation, etc. C'est l'ancêtre de l'Union européenne. C'est le substrat. Et alors ça va échouer parce qu'il y avait les partisans de la petite Allemagne, grande Allemagne, je ne rentre pas dans ces détails. Mais vous aviez, au sein des élites allemandes, une volonté de créer une Europe unifiée et de fédéraliser la France avec des communes, des cantons et des provinces dans un cadre supranational. Et actuellement, la France est subdivisée en 13 régions. Eh bien, dans les années 1850-1860, certaines élites allemandes voulaient fédéraliser la France en 5 blocs. Vous aviez le groupe Alsace-Lorraine-Bourgogne, le groupe alpin-rhodanien, le groupe de la Garonne, le groupe de la Loire et le groupe de la Seine et du Nord. Et ces 5 blocs constituaient donc 5 grandes régions françaises dans le cadre d'une Europe unifiée, avec des formules du style « toute fédération est une sorte de Reich et tout Reich mérite le nom de fédération ». Le phénomène ne bouge pas.
tout juste avant la Première Guerre mondiale, vous avez des velléités de gouvernance mondiale et d'union euro-atlantique. Vous allez voir, tout ça, c'est lié. D'abord, dans les carnets complets de Herzl, j'ai eu l'occasion d'en parler, Herzl voulait, création de l'État d'Israël, mais il voulait aussi un monde unifié. Il le dit lui-même, une humanité sans frontières, une humanité une, et on doit combattre, ajoute-t-il, l'idée de patriotisme dans tous les États, sauf Israël. C'est écrit dans ses carnets complets, dans mon livre Sionisme et mondialisme. Et puis, deuxième point, là c'est 1912, vous avez le conseiller du président Wilson, le colonel Edward Morehouse, qui écrit un livre, Philippe Dru, Administrator, qui en fait, Philippe Dru, c'est un héros, c'est un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyr français, qui pratique, fait un coup d'État aux États-Unis, établit une gouvernance sévère, avec pour but de créer une gouvernance mondiale et de créer en particulier, c'est dans le chapitre 52, une union euro-atlantique, socle de la gouvernance mondiale. Je rappelle que Colin House, c'est lui qui va être à l'origine, au traité de Versailles, des fameux 14 points du président Wilson. On dit toujours, président Wilson, c'est Colin House. Bon. Traité de Versailles, vous voyez, hop, je remonte au XXe siècle. On oublie, et ça j'ai eu la chance, ça remonte à 25 ans, de trouver la thèse d'un avocat suisse en 1929, qui a rédigé cette thèse en 1929, qui s'appelait Nathan Feinberg, et qui a expliqué qu'en fait, le traité de Versailles, il y avait aussi une partie consacrée à la protection des minorités. Et dans cette histoire, c'est l'ancien collaborateur de Theodor Herzl, qui s'appelait Léo Motzkin, qui a géré le truc. Protection des minorités juives, mais aussi, en Europe, mais aussi des autres minorités. Et ce programme va servir la République de Weimar de deux manières. Premièrement, vous avez le chancelier Stresemann qui, en janvier 1925, rédige un rapport qui ne sera connu qu'après la guerre de 1945, c'est un rapport secret, pour fédéraliser l'Europe, créer des régions et protéger les minorités germaniques, mais aussi les autres minorités, basques, catalanes, etc. Et parallèlement à ça, vous avez un congrès qui est créé, qui s'appelle le Congrès des nationalités, 1925-1938, où vous avez toutes les minorités de l'Europe réunies, et tout ça, ça se fait sous l'égide de l'Allemagne avec un représentant qui s'appelait Eva Lamende. Et dans cette histoire, Stresemann est aidé par le président du Conseil de la Troisième République, Aristide Briand, qui, en septembre 1929, prononce un discours à la SDN, Société des Nations, pour mettre en place, je le cite, une Europe avec une sorte de lien fédéral, donc un caractère supranational. Parallèlement à ça, dans ces années 20, vous avez la création de la Pan-Europe. 1922, Richard de Coudenhove-Kalergi, homme extraordinaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa politique, et lui, il veut une Europe unifiée des régions, des groupes ethniques. Et tout ça dans le cadre d'un œcuménisme. Pour lui, christianisme, judaïsme et islam sont les racines de l'Europe. C'est ce qu'il écrit. Et il a le soutien des Warburg, de la banque Warburg, Max Warburg de Hambourg, qui a un frère, Paul, qui a créé la Fed en 1913. Donc il est vraiment aidé. Et le président d'honneur de la Pan-Europe dans les années 20 et 30, c'est Aristide Briand. Donc on voit un lien entre Stresemann, Coudenhove-Kalergi et tous les représentants de l'époque. Et autre chose, 1925, alors je rappelle que le premier congrès pan-européen, c'est en 1926 à Vienne, et c'est en 1926 qu'il est décidé d'avoir un hymne européen, qui est l'actuel hymne de l'Union européenne, l'Ode à la joie de Beethoven. Donc c'est en 1926. Bon. Un an auparavant, en 1925, Richard de Coudenhove-Kalergi a écrit deux documents. Le premier, c'est un rapport à la SDN, Société des Nations, où il veut finaliser l'unité européenne, régionalisée et supranationale, mais en fait une fédération avec d'autres fédérations nord-américaines, asiatiques, africaines, etc., pour créer une gouvernance mondiale qu'il appelle une fédération de fédérations. Rapport officiel à la SDN. Et la même année, il produit un rapport qui s'appelle Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, où il appelle à un mélange des populations et à la disparition du christianisme en Europe, mais plus exactement un christianisme orientalisé, où l'esprit du brahman
et de l'hindouisme prend le pas sur le christianisme de l'Europe. C'est quel christianisme, ça Alors, il parle du christianisme général. D'ailleurs, il dit que il a une formule, le judaïsme est un christianisme régénéré. C'est sa formule. Il a une formule. Je fais qu'Europe. Je tiens à préciser que j'ai l'original de 1925, des éditions de la Pan-Europe. Bon. Et toujours dans ces années 20 et années 30, vous avez un Américain qui s'appelle Clarence Streit, qui était journaliste au New York Times et représentant du New York Times à SDN à Genève, et qui avait bénéficié des bourses d'études Cecil Rhodes, mondialiste convaincu, et qui soutient évidemment tous ces projets, et qui va écrire un bouquin intitulé Union maintenant, Union Now, pour une gouvernance mondiale et la mise en place d'un bloc euro-atlantique. Et reprend ce que disait déjà le colonel House en 1912. Et ce Clarence Streit a le soutien en particulier des fils spirituels de Rhodes, qui s'appellent Philip Kerr, Lionel Curtis, et entre autres, vous avez Lionel Curtis qui en 1938, alors avant de donner le titre, il ne faut jamais oublier que cet idéal de gouvernance mondiale, c'est toujours à relier à un aspect spirituel. Ce Lionel Curtis, a écrit un bouquin, alors c'était un homme extrêmement puissant de la banque, intitulé « Le Commonwealth de Dieu », pour créer une gouvernance mondiale. Donc vous voyez, il y a l'aspect politique, autonomie, fédération supranationale, et avec un lien spirituel. Donc on a tout ça. Et le dernier élément, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, Hitler qui a cherché à imposer sa marque sur toute l'Europe. Et il faut savoir, j'ai publié ça dans Atlas du mondialisme, vous avez eu la Waffen-SS. La Waffen-SS qui était une arme d'élite purement allemande, germanique au début, mais qui s'est européanisée. Et vous avez eu un SS français qui s'appelait Marc Augier, il avait un pseudo, Saint-Loup, qui a écrit un bouquin, il est mort dans les années 80-90, où il a présenté un prototype d'Europe des régions de la Waffen-SS, mais dans sa partie non germanique. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la Waffen-SS favorable à une entente entre tous les peuples. Et cette carte, je l'ai publiée dans mon livre Atlas du mondialisme. Bon, donc on arrive en 1945, on y arrive, et là il y a plusieurs points à soulever. D'abord le rôle éminemment important d'un Polonais qui s'appelait Joseph Ratzinger, qui va véritablement, c'est encore plus important que Jean Monnet ou Schuman, qui sont déjà très importants au coup d'Hanovre. Mais Ratzinger va jouer un rôle clé. Pourquoi ? Parce qu'il va présenter, c'est l'homme-lige des Anglo-Américains. Il va présenter en 1946 à Londres, à Chatham House, le centre supranational de la politique anglaise et CFR pour les États-Unis, créé après, au moment du traité de Versailles, grâce d'ailleurs au Colonial House. Il présente tout le programme pour unifier l'Europe, dans le cadre d'une gouvernance mondiale en préparation. Et c'est lui qui va lancer en 1946-1947 la Ligue européenne de coopération économique, dirigée par Edmond Giscard d'Estaing, qui est le soubassement de la CE. C'est lui qui va lancer le mouvement européen dirigé par un Anglais, Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill, le même Winston Churchill, qui en septembre 1946 prononce à Zurich un discours pour mettre en place, je le cite, les États-Unis d'Europe. Et vous avez le même Ratzinger qui lance en 1948 le Congrès de la Haye, présidé par Churchill, et tout ça pour créer une Europe unifiée. Et toujours le même Ratzinger qui, dans les années 47-48, lance le Comité américain pour une Europe unie. Et côté américain, ceux qui dirigent ça, c'est l'ancien patron de l'OSS, donc le service secret américain, qui devient le CIA après, William Donovan, et qui devient le patron de ce comité américain pour une Europe unie. Et son bras droit, c'est Dulles, qui va devenir en 1950 le patron de la CIA. Donc vous voyez, bon. Et vous avez un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul, qui a trouvé, aux archives déclassifiées, la preuve que ce comité américain pour une Europe unifiée finançait le mouvement européen dirigé par Duncan Sandys. En fait, le vrai patron, c'était Churchill. Et cet argent venait des fondations Ford et Rockefeller et finançait, il y a 3 noms cités, Joseph Ratzinger, Schuman et le Belge Paul-Henri Spaak, qui est un homme important dans la politique des années 50. Et donc, d'ailleurs, j'ai mis le document dans mon livre Archives du mondialisme. Bon. Donc, on y arrive tout doucement. Et je rappelle aussi que, comment il s'appelle, Ratzinger est à l'origine de la création de Bilderberg. Voilà. Donc, il a un CV, bon. Mais il était toujours secrétaire de ces mouvements.
Après Oettinger, il faut citer Koudenov. Donc, je vous ai dit, création dans les années 20 de la Pan-Europe. Et donc, le projet est relancé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que donc, l'Europe de Koudenov, c'est une Europe supranationale et régionalisée. Et il y a ce qu'on appelle le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction accordée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. L'ont reçu, par exemple, en 2000, j'ai dit construction européenne, Bill Clinton. Et dans le discours de remerciement que j'ai lu, Bill Clinton rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Pourquoi ? Parce que les lobbies américains s'adressent à Bruxelles directement aux représentations régionales sans passer par la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Bon. Mais l'ont reçu, comment elle s'appelle, Angela Merkel, l'ont reçu Macron. Actuellement, le prix 2024, c'est Goldschmidt, le représentant du comité juif de Russie qui a fui la Russie parce qu'il n'est pas d'accord avec Poutine. Enfin bref. Mais le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard de Koudenov-Kalergi, qui appelle à une Europe régionalisée, une Union atlantique, l'Empire britannique faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Et vous allez voir la carte qu'on va voir plus à l'heure, elle correspond à ça. En tout cas, allez-y. Et j'ai presque terminé. Allez-y. Il faut savoir que vous avez donc la Pan-Europe, la maison mère, des subdivisions nationales, Pan-Europe Allemagne, Pan-Europe France, etc. Le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60 s'appelait Georges Pompidou, donc en plus de la banque Rothschild. Et que les représentants de la Pan-Europe France en 2004 s'appelaient Jacques Chirac, Hélène Carrère d'Ancos, Philippe Seguin, Alain Juppé, Michel Barnier. Alors je me suis toujours posé la question, soit ils n'étaient pas du tout au courant du programme de la Pan-Europe, soit ils le savaient, et donc ils étaient d'accord. Bon. Autre élément qu'il faut impérativement connaître. J'ai parlé de la colonisation germanique. Vous allez comprendre, là, les puzzles vont se réunir. Vous avez eu l'expulsion des Allemands d'Europe centrale, Poméranie, Silésie, Sudète, etc., dans des conditions atroces. Il y a eu des millions de viols, 1 million de morts au moins. Et au lendemain de la guerre de 1945, ces minorités allemandes, issues de différentes zones géographiques d'Europe centrale, se sont réunies dans un groupe de pression qui s'appelle le BDV, Bund der Vertriebenen, la Fédération des réfugiés, groupe très puissant, en association pour défendre leur province d'origine, Poméranie, Sudète, le Siebenbürgen pour la Roumanie, etc. Et parallèlement à ça, vous avez un institut qui s'appelle l'UFCE, l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, qui est le successeur du Congrès des nationalités, qui promeut une Europe des régions, supranationales et groupes ethniques, et qui travaille avec le BDV. Le BDV, ça c'est la maison mère, avec des associations, Sudète en particulier, et il travaille étroitement avec la Pan-Europe. Après la mort de Koudenov, son successeur, c'est Otto de Habsbourg. Le secrétaire d'Otto de Habsbourg, député allemand, Bernd Posselt, patron de l'association des Sudètes, membre du BDV. Ben oui, il se retrouve pour créer une Europe des régions supranationale. Et le projet va vraiment s'accélérer dans les années 80, en 1987, avec les travaux, j'ai lu les travaux du juriste allemand Rudolf Erbeck, où en 1987, le gouvernement allemand et les Länder, Bavière, Bade-Württemberg, etc., décident de mettre, je cite, une Europe à structure fédérale. Et là, vous allez avoir 4 dates, 1984, 88, 93. 1984, vous avez un programme qui consiste à mettre en place une Europe supranationale, régionalisée, groupes ethniques, promotion des groupes ethniques. Et celui qui mène le bal, c'est l'ancien ministre-président du Land de Bavière, Alphonse Goppel, président de la Pan-Europe Allemagne. Le projet échoue tellement c'est énorme. Il est refilé, si je puis dire, ce programme, en 1988, un aristocrate allemand qui était député, qui s'appelait Ludwig von Stauffenberg, la famille des Stauffenberg, celui qui a essayé de tuer Hitler en 1944. Le programme échoue, alors tout ça en liaison avec le BDV, l'UFCE, la Pan-Europe, et le programme est relancé en 1993 par un avocat allemand qui s'appelle Sigbert Halber, qui était le patron de la Pan-Europe Allemagne. Et en fait, le programme est tellement lourd, régionalisation, État supranational, enfin, trop c'est trop, il va être concassé en plusieurs parties. Une charte des langues régionales, avec le rapporteur allemand Herbert Kohn, une convention cadre pour la protection des minorités, et la figure de proue, c'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui s'appelle Rolf Gossmann, une charte d'autonomie locale dirigée par un Allemand, un juriste allemand qui a un nom de français, il s'appelle Alphonse Gallet, et une politique de régionalisation lancée par
un député socialiste, je fais très court, c'était beaucoup plus nombreux, mais du Land de Basse-Saxe en 1997, dirigé par Gerhard Schröder, pour lancer la régionalisation de l'Europe. Et les Allemands de l'époque s'appuient systématiquement sur des Basques, des Galiciens, des Catalans et des Frilo-Vénitiens. Et le Peter Habe pour la régionalisation, il s'appuyait sur un Catalan qui s'appelait Liber Quatre Casas. Donc vous avez volonté de mettre une Europe supranationale, des régions avec des pouvoirs. J'ai parlé du FEDER, financièrement, très directement, donc à la France déjà, directement avec Bruxelles. Et puis il y a les frontières, franco-espagnoles, franco-italiennes, etc. Vous avez un institut européen qui a été créé en 1971 qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes. Il n'a d'européen que le nom. Tous les fondateurs sont allemands et tous les présidents, jusqu'à une date récente, étaient allemands. Un de ces présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, qui a été ministre des Finances de Merkel. L'objectif, c'est la coopération transfrontalière. Principe juste à la base. Les travailleurs transfrontaliers, les salaires, les retraites, etc., lutter contre la pollution, très bien. Mais en fait, la finalité, c'est de transformer les frontières des États en frontières administratives. C'est ça le truc, c'est en toutes lettres. Et donc, on efface la frontière politique franco-espagnole, franco-allemande, etc., germano-polonaise, et ensuite, on réunit les régions de part et d'autre de la frontière politique devenue défunte. Exemple, vous avez l'euro-région, c'est ça le terme, Alsace, Pays de Bade, on efface la frontière politique qui devient administrative et on crée un super département à l'échelle de l'Union européenne qui s'appelle Euro-région. Et on fait partout le même processus. Donc vous avez l'émergence de blocs régionaux, grandes régions par exemple, Wallonie, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Lorraine, qui émergent, qui se dégagent de l'autorité nationale du pays, Allemagne, France, etc., pour traiter directement avec Bruxelles. Et donc la finalité, c'est ça. Et cette Europe unifiée, supranationale et régionalisée doit s'intégrer un bloc euro-atlantique qui a été relancé des années 90 dans le cadre du nouvel agenda transatlantique ou du partenariat économique transatlantique. Et j'arrive à la fin, la finalité, parce que c'est ça maintenant qu'ils veulent faire, théoriquement vont-ils réussir, je souhaite leur échec, c'est d'aboutir à une gouvernance mondiale avec des blocs régionaux. Et en 1990, c'est là où The Economist a publié le document qu'on peut maintenant montrer, c'est une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Voilà, on la voit, cette carte. Et en fait, regardez bien, vous avez donc Eurasia, Euro-América, etc., Islamistan, Confuciana. C'est 1984. Alors, quasiment. C'est sorti donc en septembre 1990. Et regardez, l'Union européenne qui est accolée à l'Amérique du Nord, les États-Unis, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, comme le disait. Et la Russie. Voilà. Et regardez pour l'Amérique du Nord, le vainqueur, c'est l'équivalent du Mayflower, avec sa fraise autour du cou, parce qu'il ne faut jamais oublier que la construction, les États-Unis se sont construits en opposition à l'Europe. La Nouvelle-Jérusalem, donc c'est la victoire du Mayflower sur l'Europe papiste. Il faut toujours associer à cela. Et là, vous avez Euro-América, Euro-Asia, etc. Et ces blocs doivent constituer théoriquement cette gouvernance mondiale. Alors, c'est un prototype. Regardez bien, par exemple, pour le sud-est de l'Europe, la Grèce, la Roumanie, Bulgarie, Serbie, normalement, font partie du bloc russe. Et en bas à gauche, vous avez une citation latine typique de ces milieux pourris anglo-saxons de The Economist tenus par les Rothschild et Agnelli, c'est « cette carte est à peine sérieuse ». Voilà la finalité du projet. Théoriquement, c'est ça. Et en fait, c'est Babel, ils se casseront la figure, mais on sait au moins où ils veulent aller. Voilà. Merci beaucoup pour ce brillant exposé, cher Pierre Hilard. Mais il fallait ça, voilà, c'est pour ça qu'on vous a laissé sans qu'on puisse vous couper pour que vous puissiez... Je vous remercie. Pour que vous puissiez donner toutes ces informations que les gens n'ont pas et que même ici autour du plateau, on n'avait pas forcément. C'est vrai. On va passer au grand débat avec les amis qui sont autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.